Ce qui doit être le projet décolonial, c'est vraiment de détruire complètement la race, la question raciale, la notion de race, le racisme qui a été mis en place par l'Europe au moment où elle colonise au XVe siècle et qui a, selon ces théoriciens, organisé le monde depuis. C'est-à-dire on n'est pas sorti de cette époque et qui est une époque qui divise l'humanité en deux, les vies qui comptent, les vies qui ne comptent pas. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Nos croyances à la loupe, un podcast qui décrypte les discours et actualités autour des questions identitaires et religieuses. Ici, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de clivage, on analyse, on prend un peu de hauteur sur ces sujets régulièrement inflammables. Et aujourd'hui, je suis avec Damien, doctorant en sociologie politique. Bonjour Damien, comment ça va? Bonjour Louise, ça va très bien et toi? Super, merci. Alors, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, au cas où des gens ne te connaîtraient pas encore, ça peut arriver, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Donc, je m'appelle Damien Savreau, je suis doctorant à l'École normale supérieure et je travaille sur l'histoire politique de l'immigration postcoloniale et ses conséquences en France dans le champ intellectuel et politique, principalement. Merci Damien. Donc du coup, tu es le parfait expert pour parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Le sujet qu'on propose de décrypter aujourd'hui, c'est ce fameux mouvement décolonial dont on entend beaucoup parler depuis un certain nombre d'années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette théorie décoloniale? Alors oui, pour peut-être déjà définir un peu le mot, ce qu'on entend par décolonial, il y a souvent une confusion parce que quand on parle décolonial, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. On pense à la fois aux décolonisation et on pense aussi à l'actualité politique du mouvement décolonial. Je pense qu'il y a trois mots un peu à distinguer. Il y a le mot anticolonial, le mot postcolonial et le mot décolonial, qui en fait correspondent à trois temps historiques et trois orientations un peu différentes. Bon, le mot anticolonial, je pense qu'on voit à peu près tout ce que ça veut dire. L'anticolonialisme, c'est les militants qui se sont battus pour l'indépendance nationale des pays colonisés. Et donc, quand on dit anticolonial, en fait, on entend des intellectuels, des militants, des auteurs issus des pays du Nord comme des pays du Sud. Ho Chi Minh, Jamila Bouhired, Jean-Paul Sartre, Messali Hadj, Frantz Fanon, Aimé Césaire, enfin voilà. Des gens qui, principalement, au début de la deuxième moitié du XXe siècle, se sont battus durant la période des années 50-60, c'est-à-dire au moment de l'arrivée des indépendances. Et c'était des gens dont l'idée principale, c'était un petit peu retourner l'universalisme français contre lui-même. Voilà, vous avez votre État-nation, vous avez vos principes, votre constitution. Nous, en fait, on veut la même chose, mais pour nous. Après les indépendances, il y a eu tout un courant d'universitaires, pour le coup beaucoup plus intello, qui sont issus de la diaspora de ces ex-pays colonisés, qui se sont installés dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, et qui se sont mis à réfléchir dans les années 70-80 à l'héritage et les rémanences du colonialisme. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les études postcoloniales, notamment avec la publication, l'acte fondateur, c'est la publication de l'orientalisme par Edward Said en 1978, et qui va donner naissance ce qu'on appelle en anglais les post-colonial studies, les études postcoloniales, où il y a de nombreux universitaires arabes, africains et notamment indiens qui vont réfléchir à cette question. Homi Bhabha, Gayatri Spivak et beaucoup d'autres. Et eux, en fait, ils vont se réclamer de la pensée des militants anticoloniaux, mais parler depuis une position différente et un temps différent, le temps post-colonial, donc après les indépendances, et depuis une position d'universitaire dans le monde anglo-saxon. Ils sont plutôt politisés à gauche, mais c'est quand même pas non plus, on va dire, un mouvement extrêmement militant. Et pour eux, en fait, le colonialisme a été d'une certaine manière une conséquence du capitalisme. Et donc aujourd'hui, maintenant que le temps colonial est un petit peu terminé, il faut éliminer ces résurgences, ces héritages, ces résidus un petit peu du colonialisme et du racisme. Et enfin, il y a un troisième groupe, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les décoloniaux, le mouvement décolonial. Et donc, eux, ce sont aussi des intellectuels et des universitaires, mais qui sont pour la plupart issus d'Amérique latine et qui vont opérer une rupture un peu plus radicale. Pour les décoloniaux, ce n'est pas le capitalisme qui a créé le colonialisme, c'est l'inverse. La modernité, elle est liée à la colonisation et elle commence en 1492 avec la conquista, c'est-à-dire la découverte des Amériques par les Européens, mais aussi avec la reconquista, la reprise de Grenade par les rois catholiques. Et donc, c'est un peu, on sent que c'est un mouvement qui est un petit peu plus radical parce que pour eux, modernité et colonialisme, colonialité vont ensemble. Donc, tout ce qui est moderne, finalement, est lié à l'essence du colonialisme. Et donc, selon eux, les États occidentaux sont demeurés profondément animés par un ethos colonial avec lequel il faudrait rompre radicalement.
Et pour pouvoir rompre avec cet ethos colonial, il faut faire ce qu'ils appellent la désobéissance épistémique. C'est un terme un petit peu intello. En gros, pour eux, pour se décoloniser, il faut arrêter de croire que la raison est supérieure à la croyance. Il faut arrêter de croire que la science est universelle, parce que la science, en fait, elle est racialement située en Occident, selon eux. Et donc, pour désobéir, il faut rompre avec tout ou partie des sciences occidentales, notamment avec la philosophie, notamment avec le mythe cartésien, et rompre définitivement avec l'universalisme. Et donc, c'est là où on voit que la théorie décoloniale, ce qu'on appelle aujourd'hui décoloniale, c'est une théorie qui est assez radicale. Pour elle, il faut rompre totalement avec l'universalisme tel qu'il s'est développé en Occident, parce que ça a été l'idéologie de justification du colonialisme, et affirmer politiquement des identités non occidentales pour lutter contre cette colonialité. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup Damien pour cette très bonne introduction du sujet. Mais alors, à quel moment ces sujets sont devenus importants en France et ont émergé dans l'Hexagone? Alors oui, à l'origine, c'est des mouvements très intellectuels et qui sont très, très éloignés des réalités françaises. En France, les études postcoloniales et décoloniales, elles sont très minoritaires jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Elles deviennent en revanche assez importantes au milieu des années 2000. Mais contrairement aux États-Unis, ces sujets en fait, ne sont pas nés sur les bancs des universités, mais ils arrivent en France à travers le débat public et à travers le débat politique. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tensions un petit peu sur ces sujets, que c'est des sujets un peu polémiques. Il y a toute une série d'événements politiques en France qui vont accoucher un petit peu de ce mouvement décolonial, notamment en 2004, la manifestation contre la loi sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école. Le débat à l'UMP issu d'une proposition de loi d'un député UMP sur l'enseignement à l'école des apports positifs de la colonisation et de la présence française outre-mer. Les années 2000, c'est aussi un contexte politique assez marqué qui commence avec le 11 septembre 2001 et le contexte de la deuxième intifada qui va beaucoup, beaucoup marquer la première partie de la décennie 2000. Et en France, l'année 2005, assez importante parce qu'elle commence avec l'appel des indigènes de la République en janvier 2005, qui va être un peu le lancement de ce mouvement postcolonial, décolonial, et à la fin de l'année, les émeutes des quartiers populaires. Et donc, toute cette série d'événements va pousser à une rupture un petit peu au sein de la gauche, au sein de l'antiracisme, avec l'affirmation d'un nouvel antiracisme qui se dit politique, qui se dit postcolonial ou encore décolonial. Et c'est à ce moment-là, donc l'appel des indigènes de la République constitue un petit peu un tournant, et c'est la première fois qu'on va entendre parler de cet usage un petit peu de l'antiracisme postcolonial et décolonial dans le champ politique français, avec toute une série de nouveaux concepts, le racisme systémique, le continuum colonial, et l'avancée également de la thématique de l'islamophobie dans le champ politique. Toutefois, en fait, c'est une théorie qui va demeurer assez mineure. Si on prend les 15 dernières années, au début, c'est assez limité. Ça reste cantonné à une petite sphère militante. En revanche, dans l'université, du coup, les universitaires vont un petit peu prendre le train en marche et vont s'intéresser, dès le lendemain des émeutes des quartiers populaires, aux études postcoloniales américaines. Ils vont estimer qu'en fait, la grille de lecture postcoloniale, c'est peut-être celle qui nous manque en France pour analyser les événements des quartiers populaires, la loi sur le voile, l'absence de représentation politique des personnes issues de l'immigration, les rémanences du racisme. Voilà. Donc les études postcoloniales vont servir un petit peu d'outils théoriques pour analyser ces événements sociaux. Et c'est donc d'abord à travers l'université que cette grille de lecture va devenir à la mode, voilà. Notamment chez les chercheurs, mais aussi chez les étudiants. Et ça dure à peu près depuis une quinzaine d'années environ. D'accord. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce qu'il infuse ce mouvement décolonial sur les dernières années? Pour le dire autrement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui décoloniser? En fait, plus le mot décolonial, le lexique décolonial est devenu répandu, et plus en fait la théorie décoloniale s'est un petit peu aseptisée. C'est surtout devenu un langage politique, un slogan, une façon de parler, un élément discursif un petit peu à la mode. Il y a une dimension moins radicale. On ne cherche plus nécessairement à rompre avec la raison et avec la science occidentale, mais plutôt, on va dire, voilà, on veut sortir de l'hégémonie d'un seul groupe social au détriment d'autres groupes, typiquement les personnes non blanches. Donc, le fait de décoloniser, on va l'utiliser de plusieurs manières. D'abord, il y a le fait de se décoloniser, qui est un petit peu le pendant racial du fait de se déconstruire, c'est-à-dire se décoloniser, ça veut dire prendre en compte, prendre conscience et lutter contre ses propres préjugés raciaux, sa position privilégiée dans la hiérarchie politique, lutter contre ses propres actions qui vont être considérées comme problématiques. Et on va dire aussi décoloniser une institution, décoloniser une discipline, décoloniser un État. En fait, derrière cette expression, le plus souvent, ça revient plutôt à dire, dans le langage actuel,
qu'on réclame une meilleure représentation des personnes dites non blanches dans telle ou telle institution. Si on prend l'exemple, par exemple, de la controverse qu'il y avait eu un petit peu dans le milieu de la musique classique, notamment je repense à la conversation un peu houleuse qu'il y avait eu entre Ibrahim Malouf et Zhang Zhang, dans le milieu de l'art, avec l'association Décoloniser les arts. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet autour du fait de décoloniser une institution qui a fait beaucoup polémique. Mais fondamentalement, ce qui est en jeu, ce n'est pas tant la domination épistémique et la colonialité du pouvoir, comme le disent les latinos, mais c'est plutôt la représentation jugée insuffisante des personnes issues de l'immigration postcoloniale, d'une manière analogue d'ailleurs à certains mouvements féministes qui considèrent qu'il n'y a pas assez d'égalité de genre dans ces mêmes institutions. Et enfin, dans le champ politique, ces sujets sont devenus des thématiques de plus en plus importantes chez les militants, notamment chez les plus jeunes, mais ne sont pas trop mises en avant par les leaders des grands partis, avec quelques exceptions. Justement parce qu'en fait, ces sujets sont un point de friction à gauche, notamment. C'est pas rare de voir dans un parti, on va avoir des militants antiracistes qui se réclament de la pensée postcoloniale et décoloniale et qui pourtant vont apporter leur soutien à des programmes qui officiellement revendiquent un héritage plutôt universaliste et républicain. Donc, c'est là aussi on voit un petit peu la limite de l'existence de cette théorie en France. Ok, alors merci beaucoup Damien. Pour conclure, mais aussi ouvrir sur un autre sujet qu'on traitera plus en profondeur dans un autre épisode, est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien entre le mouvement décolonial que tu viens de très brillamment décrire et ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme? Alors, c'est un peu le problème. En fait, le mouvement décolonial, vu qu'il est devenu de plus en plus mainstream, que le langage décolonial est devenu de plus en plus mainstream, il se confond un petit peu aujourd'hui avec ce qu'on appelle le wokisme, le mouvement woke, l'intersectionnalité notamment. Mais originellement, c'est deux approches très distinctes. Les acteurs historiques du mouvement décolonial, notamment en France, les Indiens de la République, ceux qui ont historiquement été à l'origine de la notion, ne sont plus vraiment au centre de la scène aujourd'hui. Et à l'origine, la plupart de ces groupes ne se réclament pas d'une pensée woke ou d'une pensée intersectionnelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la majeure partie des associations, des collectifs et des militants qui parlent de décoloniser ont en fait une approche assez similaire à ce qu'on peut qualifier de mouvement woke aux États-Unis. C'est une notion sur laquelle j'espère qu'on aura l'occasion de revenir parce que ça nécessite vraiment une explication en soi. On y reviendra, promis. Merci beaucoup Damien pour ces éclairages. Ça fait toujours du bien de décrypter une notion assez clivante dans le calme et la rationalité. De mon côté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et évidemment à partager sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt.